Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 227e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 22 septembre, il est exactement 18h, et nous recevons aujourd'hui une invitée unique qui a un calendrier bien chargé en ce moment, puisqu'elle rentre à l'instant de The Ocean Race Europe. Je crois qu'elle rentre même par la route, elle va nous expliquer. Tour de l'Europe en IMOCA qu'elle a remporté à bord de Biotherm et qu'elle va bientôt enchaîner sur plusieurs étapes d'un tour du monde, cette fois-ci en classe 40, la Globe 40, à bord de Crédit Mutuel de Jan Lipinski. Il s'agit bien évidemment d'Amélie Grassi. Salut Amélie. Salut, bonjour à tous. Eh ben Amélie, pas de petite présentation habituelle aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet et plutôt dérouler l'actualité de ton année qui a été particulièrement riche. Parce qu'en 9 mois, tu as enchaîné des tentatives sur le trophée Jules Verne à bord de l'Ultime SVR Lazartique, des navigations à bord de Biotherm et un convoyage jusqu'en mer Baltique. Je crois que j'ai regardé un peu ton compte Facebook, donc j'ai vu qu'il y avait aussi un petit intermède familial avec ton père sur un J99 jusqu'à Madère. Le Fastnet à bord de SVR Lazartique, victoire à la clé. L'intégralité de The Ocean Race Europe sur Biotherm avec encore une victoire au bout. Avant bientôt donc la Globe 40 et plusieurs étapes à bord de Crédit Mutuel. Tout ça, ça fait une année bien chargée. Comment t'arrives à faire tout ça, Amélie? C'est quoi ton secret? C'est vrai que quand tu fais le bilan, je suis épuisée. Alors qu'en réalité, ça va. Je sais pas où je trouve cette énergie. Je pense que je suis sur une année un peu différente parce que je mène mes propres projets depuis 2018 et c'est la première année où je ne porte pas les projets. Donc, je me rends compte que bon, l'inconvénient, c'est que je fais plus de solitaire, mais l'avantage, c'est que ça me libère plein d'énergie pour passer un max de temps sur l'eau. Donc, c'est passé tout seul. Ouais, ça veut dire que finalement t'es sollicité en permanence? Bah oui, c'est top. En fait, c'est vrai que je sais pas si ça arrive aux autres, mais moi j'ai eu un peu cette angoisse à la fin du projet classe 40 avec la boulangère bio de me dire mais est-ce que je vais trouver du boulot en fait parce que avant c'était mes propres projets et en fait j'ai tout de suite eu pas mal de propositions bien sympas et dans l'euphorie j'ai tout accepté donc je me rends compte que ça faisait beaucoup. Je pense que je vais pas pouvoir enchaîner les années comme ça, mais pour cette première année c'est top. Bon, et dans quel état tu es à ton retour du Monténégro? Donc tu me disais que tu as fait une bonne partie par la route. J'ai fait une petite partie par la route jusqu'en Croatie pour ensuite prendre un avion jusqu'à Paris et puis finir en train jusqu'à Lorient. Écoute, je me sens plutôt bien. On a quand même eu une petite semaine au Monténégro avant mon retour, donc c'est une semaine que j'ai déjà mis à profit côté récupération. Donc je suis pas encore complètement récupérée, mais je suis plutôt en forme, quoi, comme quelqu'un qui se repose depuis déjà une semaine. Bon, bah, très bien. On va revenir en détail un peu sur tous ces projets. On va reprendre dans l'ordre chronologique. Tu as commencé ton année 2025 avec des périodes de stand-by et quelques allers-retours sur l'Atlantique avec l'équipage de SVR Lazartique qui voulait donc s'élancer à l'assaut du trophée Jules Verne que vous n'avez pas pu, projet que vous n'avez pas pu mener à bien à cause de pas mal de petites casses mécaniques et aussi parce que des fenêtres se refermaient. Raconte-nous un peu comment tu as vécu un peu cette période. J'imagine que c'était un peu nouveau pour toi, des périodes de stand-by et tous ces allers-retours. Ouais, c'est nouveau. C'est vrai que c'est un format un peu bizarre parce que t'essayes de tenir tout l'hiver prêt à partir, mais en même temps, c'est inhumain de tenir des mois sans jamais relâcher. Donc voilà, c'était un peu ça l'enjeu, quoi, de rester mobilisé tout l'hiver, mais de prendre aussi des petites périodes pour se reposer. J'avais réussi à aller quelques jours à la montagne à un moment pour déconnecter. Comment ça s'est vécu? Plutôt bien, hein. C'est sûr que nous, ce qu'on cherchait, c'était ramener le trophée Jules Verne avec le trimaran SVR Lazartique, mais en fait, c'est pas du tout un hiver que je conclus comme un échec. Au contraire, Ouais. je pense que c'était une période vraiment intéressante. En fait, François Gabard et Tom Laperche avaient quand même décidé qu'on allait beaucoup naviguer. Ouais.
et qu'on allait souvent tenter. Donc en fait, on a eu certes parfois des problèmes techniques, mais aussi parfois on s'est lancé en sachant pertinemment que si la météo n'évoluait pas, la tentative ne pourrait pas aboutir, et donc souvent généralement la météo n'a pas beaucoup changé et on est revenu. Donc on a fait 5 tentatives et on a passé beaucoup de temps sur l'eau. On fait à peu près 40 jours de navigation en fait nous pendant le stand-by. Donc c'est sûr qu'on ramène pas le trophée, mais par contre c'était une période vraiment super intéressante parce qu'on on a senti tout au long de la période qu'on a vraiment fait progresser le bateau, qu'on a trouvé des nouvelles configs. Voilà, je pense que c'est un moment où le trimaran SVR Lazartigue et tout le projet en règle générale a beaucoup progressé. Donc en fait, à la fois, tu as la petite frustration de pas ramener le trophée. Par contre, t'es quand même satisfait parce que tu sens que tu travailles bien, que ça progresse, que tu te rapproches de l'objectif. Donc voilà, j'espère que c'est une période qui va avoir servi le projet. On le voit, on a quand même réussi à gagner la Rolex Fastnet 13 derrière, donc je pense que c'est en partie dû à l'énorme volume de nav qu'on a fait pendant l'hiver. Et je suis convaincue que ça va aussi servir Tom et Franck sur leur transat café leur en fin d'année. Et voilà, c'était une période riche. Ouais. Finalement, 40 jours, c'est le temps que vous auriez fait autour du monde si vous aviez fait le tour complet. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la manière dont tu as été intégré à ce projet? Ça remonte à quand? Tu peux nous rappeler un petit peu la chronologie? Alors, le trophée Jules Verne, j'ai su que j'allais intégrer la campagne juste avant le départ de la Transat CIC l'année dernière. Je préparais le départ de la Transat CIC à bord du classe 40 La Boulangère Bio. Et à cause, entre guillemets, de cette préparation, je n'avais pas postulé aux sélections de Upwind by Merconcept, projet porté par Merconcept, qui est un trimaran Ocean 50 100% féminin. Et parce que la période de sélection était pendant la Transat CIC. Heureusement, ils m'ont envoyé un petit message en me disant que en fait ça pouvait tout à fait s'adapter et que même si j'étais pas dispo à cause de mon projet classe 40, et ben on pouvait aménager la semaine de sélection. Donc j'avais réussi à y aller seulement 2 jours sur des moments clés pour des entretiens, etc. Et mais bon, moi j'espérais décrocher une place sur l'Ocean 50 pour quelques courses. Je ne prétendais pas du tout embarquer sur l'ultime. Et en fait, à ma grande surprise, à l'entretien de fin de sélection, je me suis retrouvée dans la salle avec François Gabard, Tom Laperche et Cécile Andrieux, qui était à l'époque chef du projet. Et maintenant, elle gère Merconcept. Donc, c'est Antoine Gauthier qui a pris la suite. Mais à l'époque, elle était là. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient filmer l'entretien. Je me suis dit, bon, bah normalement, ils vont me prendre parce qu'ils vont pas me filmer en train d'être si déçus. Et au final, ils ont quand même commencé par me dire que mon emploi du temps ne collait pas du tout avec le projet Ocean 50. Donc je me suis dit, bon, bah étonnant, on est donc en train de filmer une déception. Et François avait enchaîné en me proposant, en me disant que par contre, ils apprécieraient que je puisse rejoindre la campagne Trophée Jules Verne. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai dû dire oui dans les secondes qui ont suivi. C'est vrai que Trophée Jules Verne, tourner autour du monde, ce défi ultime en équipage, j'en rêve, ou peut-être que j'osais à peine en rêver à ce moment-là. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité. Et en fait, c'était quand même un pari parce qu'on n'avait jamais navigué ensemble. Moi, je vais juste naviguer sur l'Ocean 50 quelques heures pendant la sélection, vite fait avec Tom, mais voilà quoi. Après, tu avais déjà quelques navigations en ultime sur Actual Ultime 3, c'est ça? oui, je pense que c'était une bonne ligne sur mon CV en fait. Ils étaient contents d'avoir un équipage mixte et c'est vrai que j'avais eu l'opportunité de beaucoup naviguer sur Actual, donc ça me faisait une solide expérience en ultime. Et ensuite, par contre, les premières navigations sur SVR, c'est beaucoup plus tard, quoi. Moi, je fais la Transat CIC, la Québec-Saint-Malo en classe 40, etc. Le temps passe et puis j'ai rejoint l'équipe du trimaran fin août, fin de chantier, puis on met à l'eau et là, on se met à s'entraîner un petit peu, faire les courses en med, etc. Ouais, donc tu n'étais pas novice en ultime. Mais comment ça s'est passé ces premières naves sur SVR Lazartigue? C'est un bateau très très différent, par exemple, d'Actual Ultime 3 sur lequel tu avais déjà navigué? Ouais, c'est quand même assez différent. En fait, le vol est beaucoup plus abouti. C'est un bateau plus performant. Donc, il fallait quand même... les principes de base sont là. C'est assez facile de prendre ses marques à bord. Après, pour pour accéder au degré supplémentaire de performance et devenir un bon élément d'équipage, il a fallu forcément quelques naves. Mais
En fait, c'est pareil, c'est une période où on a beaucoup enchaîné, enfin un gros volume de nav, quoi. Donc c'est venu vite, hein. Mi-septembre, j'avais quand même déjà bien le nez dedans. Ouais. Et c'était fluide en fait. À bord, on avait François Gabard, Tom Laperche, qui avaient déjà beaucoup navigué ensemble, qui se connaissaient par cœur et qui sont faciles humainement. On avait Pascal Bidégory, qui est quand même hyper à l'aise avec l'exercice, qui a fait plein de fois des tentatives, beaucoup de tours du monde en équipage. Donc en fait, hyper simple de fonctionner ensemble. Et ensuite Antoine Gauthier et Emilien Lavigne, qui sont membres de l'équipe technique et qui connaissent le bateau par cœur et qui pareil sont hyper faciles à vivre. Donc c'était super satisfaisant en fait cette période-là de voir que François avait bien réussi son casting et qu'en fait dès les premières naves c'était fluide, on arrivait bien à collaborer, à échanger et ils m'ont rapidement transmis toutes les infos nécessaires pour que je puisse travailler correctement à bord. Donc c'était top. Et quel était justement ton rôle précis à bord? Quel était, est-ce que tu avais un rôle en particulier ou tu faisais partie d'un quart, vous tourniez, j'imagine, au réglage à la barre? Comment, je sais pas si on barre beaucoup sur ces bateaux-là, mais en tout cas au En réglage? fait, c'est un peu donc pendant les manœuvres, on avait évidemment chacun Ouais, un rôle précis, hein, donc je vais pas faire dans les détails, mais je clipsais certains trucs et je tournais les manivelles à certains moments et voilà. Et après, j'ai essayé de m'appliquer quand même pas mal sur les réglages de voile. J'étais pas mal là pour ça. Et puis, sinon, à bord du trimaran, le concept, c'est quand même qu'on faisait un peu tous tout. ouais, Donc, tu te retrouvais pendant 1 heure, t'étais la personne en charge de la perf. Avec toi, t'avais quelqu'un. On avait un système de quart où quand tu te réveillais, tu te retrouvais à épauler la personne en charge, puis tu devenais la personne en charge, puis tu d'accord, ouais. sortais de ton quart et la personne en charge, toi, tu l'épaulais avant de sortir. Et du coup, fallait quand même faire un peu de tout, barrer, ouais, on barre un petit peu, ça dépend des conditions, en fait. Il y a des conditions où il y a du gain à barrer, alors on y passe un peu de temps, puis d'autres où il vaut mieux plutôt régler et être sur les réglages d'appendices, de voile, etc. Donc, mais chacun faisait un peu tout, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, parce que vu que je viens du solo, j'apprécie la polyvalence et de pouvoir faire un peu tout. Le truc qu'on ne faisait pas tous, c'était la nave quand même, Ouais. qui était de la responsabilité de François, qui bossait avec notre routeur Jean-Yves Verneau et qui en discutait évidemment beaucoup avec Tom et puis parfois un petit peu avec nous, mais ça on s'en occupait pas trop parce que si tout le monde s'y met, ça devient compliqué. Tu es une des rares femmes à avoir accès à cette classe ultime, hein. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont autant navigué que toi, sur un ultime, je ne pense pas. Aujourd'hui, tu te sentirais capable, de faire, par exemple, une transat en double, une Café L'Or ou voire naviguer en solitaire sur ces bateaux-là? Bah ouais, carrément. En fait, c'est vraiment ce genre de bateau, quand t'arrives, t'es un peu impressionné par l'exercice, mais Ouais. rapidement, tu te rends compte que c'est un bateau comme un autre. C'est juste une méthode différente, une approche différente, des timings qu'il faut adapter à la taille du bateau. Mais je me sentirais carrément. J'ai essayé de trouver une petite place sur la Transat Café L'Or en ultime cette année, mais j'ai pas tiré mon épingle du jeu, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc j'espère que la prochaine, j'y serai. Et le tour du monde en ultime, bah ouais, carrément. En fait, moi, j'aimerais bien pouvoir dans un futur plus ou moins proche concrétiser un tour du monde en solo et que ce soit en IMOCA ou en ultime, c'est sûr que je me sens prête et que j'espère que l'opportunité se présentera un jour dans ma vie. C'est pas facile de se retrouver au bon endroit au bon moment et de travailler pour mettre ça en place, mais j'essaye. Ouais, ouais. Vous avez donc gagné le Fastnet en juillet. Vous étiez, je crois, CSVR Lazartigue était tenant du titre et deuxième victoire consécutive. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ce Fastnet. Finalement, sur un ultime, c'est un jour et 9 heures, je crois, à peu près, le temps que vous avez mis. Ouais, carrément, mais un peu moins on met moins de 2 jours, Ouais, c'est dingue. Bah, c'est top, hein, c'est sûr je pense qu'on avait faim, quoi. On avait quand même les crocs parce qu'on avait navigué tout l'hiver sans atteindre notre objectif et là, on avait quand même à cœur que ce soit pour l'équipe, l'équipage, etc. Je pense on était quand même très mobilisés pour pour l'événement. Et après, il y avait quand même il y avait un changement de config non négligeable. C'était la première fois que Tom Laperche était skipper du bateau en équipage, parce que François venait de faire le final de la passation, ouais. et à bord on avait Franck Camas. Donc nouvelle config, mais super simple. On avait pu se faire quelques entraînements avant. Pareil, ça s'est mis en place rapidement. Bon, Franck forcément en ultime, il est hyper à l'aise, notamment sur ce genre de bateau.
et ce genre de vol, parce qu'il a quand même beaucoup navigué avec Gitana. Je pense qu'il y a pas mal de passerelles à faire. Et donc voilà, on a un peu repris nos rôles du trophée Jules Verne, si ce n'est que Tom était à la place de François et que Franck était à la place de Tom, en gros, et on avait Peter Burling aussi quand même. Ah Ça, oui, il y avait c'était... quand même Peter Burling. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé avec Peter Burling. Est-ce que tu as réussi à comprendre Bah, Peter Burling déjà? Parce que l'accent néo-zélandais est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Peter Burling, il essaye de faire des efforts, mais c'est vrai qu'il est pas tout le temps facile à comprendre. Heureusement, ça va, non, je rigole, on s'est bien compris, ça allait. C'est simple, hein, l'anglais à bord, c'est à la pause café que c'est plus compliqué. Ouais. Mais Alors, pour comment ça s'est bosser, c'est passé facile. avec lui et comment il s'est intégré dans cet équipage et qu'est-ce qu'il Bah en apporte fait, sur un projet comme ça? il s'est super bien intégré parce que nous, Pete, on le voit tous sur, on pense à la coupe, SailGP, Ouais. etc. Mais enfin, faut pas oublier qu'il a quand même aussi fait la Volvo et compagnie. Donc en fait, Oui, tu le bien mets sur sûr. un ultime pendant quelques jours, il a carrément, il trouve sa place, il trouve sa place vite. C'est quand même talent à l'état brut, hein, parce que tout ce qu'il touche, t'as l'impression qu'il met 10 fois moins de temps que toi à s'adapter et à trouver les manettes. Après, je pense qu'il est quand même particulièrement à l'aise avec les exercices de vol. Ce qui était intéressant avec lui, c'est qu'il nous a quand même apporté un regard un peu neuf Ouais. sur certains détails, et notamment, j'ai trouvé sur les appendices, en fait. C'était assez chouette. Je pense que lui, il navigue en ce moment sur des supports où on n'a pas les mêmes contraintes. C'est vrai que nous, on fait pas mal de concessions, je pense, sur la fiabilité, la polyvalence, la tolérance, parce qu'on navigue au large, etc. Et donc lui, il ramène peut-être un peu d'exigence là-dedans, sur la théorie brute de comment gagner en perf sur tes appendices. Et ça, c'était vraiment intéressant. En fait, en tout cas, concrètement, ça a changé certains réglages à bord qu'on a pu adapter grâce à ces feedbacks. Donc, c'était de nouveau une période hyper intéressante. Je pense que ce soit pour le projet comme pour tous les marins qui étaient à bord. Hyper enrichissant de pouvoir échanger avec des talents comme ça. C'est sûr que si un jour j'ai l'opportunité de faire construire un bateau de course au large, je me suis rendu compte que je pense que ce serait sûrement très très précieux d'intégrer dans la boucle les réflexions de profils comme le sien. Ouais. Et un Franck Camas, qu'est-ce qu'il apporte à ce projet? Et on connaît bien, bon, on va pas raconter l'histoire de Franck, mais qu'est-ce qu'il apporte au projet? Bah, Franck, il a une expérience phénoménale. Donc, en fait, il se retrouvait quand même parachuté d'un seul coup co-skipper du bateau. Ouais. Et c'est un rôle qu'il prend très bien en 2 temps 3 mouvements, quoi. Ouais. Il avait pourtant très peu navigué sur le bateau et il était déjà bien calé sur le vol et tout. Ce qui était intéressant, c'est aussi qu'il était à l'écoute des retours qu'on avait à faire par rapport aux apprentissages du Jules Verne. Et que lui, par contre, il s'occupait aussi pas mal de la nave et de la vision globale du bateau. Et donc, on a trouvé un bon équilibre parce que lui, il a super vite pris les commandes en tant que co-skipper et a drivé l'ensemble du truc. Et par contre, il nous laissait notre espace de réglage et de perf de tous les apprentissages qu'on avait du trophée Jules Verne. Donc, ça s'est super bien complété. Et ça nous a permis d'aller chercher un beau résultat. On avait des super conditions sur le Fastnet. Pour le coup, on a pas mal barré. Ouais. Et c'était très agréable. Plutôt mer plate, champagne sailing, sympa. On a vraiment profité de cette belle machine, quoi. Justement, au niveau des sensations, bon, maintenant tu as navigué un peu sur tous les supports, en mini, en classe 40, en IMOCA, en ultime. C'est quoi le plus fort? C'est l'ultime le plus fort ou les sensations sont particulières sur ces bateaux-là? Je sais pas, en fait, chaque bateau a quand même ses Ouais. sensations particulièrement. Enfin, c'est super différent, quoi. En mini, t'as quand même des sensations de dingue parce qu'en fait, le bateau est si petit et Oui. typiquement avec les speeds de 80 mètres carrés sur le petit bateau, franchement, quand tu barres un mini, t'as vraiment l'impression de barrer un dériveur. Et puis quand t'es dans une vague de 3 mètres en mini, les sensations sont présentes quand même, quoi. Du bon C'est surf. hyper. Ouais, Ouais. c'est des surfs hyper impressionnants. Ouais. Et et par contre, ben l'ultime, tu vas chercher d'autres sensations, quoi. Tu te sens moins petit, donc les vagues sont moins impressionnantes. Par contre, le vol complet sur des trimarans comme S vers l'Antarctique, c'est exceptionnel. On a le contrôle de tous nos flaps d'appendices, donc on arrive à complètement avoir le contrôle de notre assiette dans tous les sens et trouver ce qui va nous permettre d'avoir exactement la meilleure vitesse. Et parfois, tu cliques sur un bouton, tu redresses ton bateau de 0,1 degré et tu le sens accélérer. Et ça, c'est des sensations, oui, qui sont vraiment incroyables, d'autant plus sur mer plate comme on a eu au Fastnet où tu sens que tu as complètement le contrôle de l'assiette.
Ouais, ça doit être assez grisant quand même, hein. Ouais, c'est hyper grisant et Ça- quand tu barres ça avec le contrôle sur tous tes flaps et tout, c'est exceptionnel. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce projet Zéro Lazartic? Est-ce que maintenant, quelque part, tu fais partie de la maison, et on va refaire appel à toi dès qu'il y aura besoin de faire des navigations en équipage? Je sais pas, j'espère. Faudra leur demander. Ils avaient l'air plutôt contents et on aime bien collaborer ensemble. Donc, ils m'ont confirmé que cette année, il n'y a pas énormément de navigation. Enfin, cette année et l'année prochaine, en fait, il y a assez peu d'équipage. Ouais. C'est plutôt du double et du solo. Tom, il rentre quand même dans la dernière ligne droite de préparation de la route du Rhum, qui est le principal objectif du projet. Et ensuite, je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup plus de visibilité que ça. Donc, est-ce qu'ils referont un trophée Jules Verne? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ne le savent pas encore. Donc, j'imagine qu'ils espèrent refaire. Moi, j'espère qu'ils vont refaire et qu'ils vont me rappeler. Bon, On verra. et si je devais te demander on va faire notre traditionnels articles avant la Transat Café L'Or, qui va gagner la Transat Café L'Or en ultime, tu le mets en Bah, haut. Tom Laperche et Franck Hamas. Allez, avec le volume d'entraînement qu'on a fait cet hiver, ils connaissent le bateau par cœur. Ils ont leur binôme a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est tout ce que je leur souhaite. Je pense qu'ils ont quand même les cartes en main pour la gagner, hein. Franchement, là, le bateau commence à être bien abouti. On a parlé des apprentissages de perf, mais aussi les petits déboires techniques qu'on a pu avoir cet hiver, c'est pas de la perte, hein, Ouais, c'est bien sûr. du gain pour la suite. Ça leur a permis d'identifier plein de points essentiels pour faire progresser le bateau. Donc là, ils ont le bateau abouti, un gros volume de nav, un binôme qui fonctionne bien, qui est brillant. Je ne leur souhaite que la victoire, hein, elle est accessible. On va parler maintenant de classe 40 et d'IMOCA plutôt, mais revenons un peu en arrière. Tu disais, tu avais un contrat jusqu'en fin 2024 avec la Boulangère Bio. Tu as fait la saison dernière. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec eux pour continuer, et notamment pour aller en IMOCA? Comment s'est terminé ce partenariat avec la Boulangère Bio? Bah, il a mis du temps à se terminer, hein, parce qu'on n'avait pas forcément envie d'arrêter de bosser ensemble. Donc, on a envisagé pas mal de suites, un nouveau classe 40, un projet IMOCA. Mais en fait, c'était aussi un moment clé dans l'organisation de la Boulangère & Co, Ouais. avec un changement majeur à la direction, avec le Christophe Hayet qui a pris sa retraite. Et je pense que c'était pas forcément un bon moment pour eux. Ça faisait beaucoup de changements quand même, de ces modifs à la tête de BCO, plus un changement majeur dans le projet voile, ça faisait beaucoup. Donc on s'est arrêté là, mais ils ont été sympas. Ils m'ont un peu accompagné financièrement cette année dans la transition, etc. C'est vraiment une fin de partenariat que j'ai trouvée humaine et touchante, et j'exclus pas, peut-être qu'on retravaillera ensemble un jour. C'était pas le bon moment là de relancer un projet d'ampleur, mais on y a beaucoup réfléchi. J'ai senti qu'ils avaient envie, donc on verra. Bon, on va reparler des projets Mocha un peu tout à l'heure. En attendant, on va reparler un petit peu de ta collaboration avec Biotherm, donc qui avait commencé déjà sur The Ocean Race 2023, parce que tu as couru une grande partie de ce Tour du Monde en équipage avec Paul Meillat et ses équipiers. Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience, ton premier Tour du Monde? J'avais fait quelques étapes, c'était enrichissant, mais j'étais pas autant impliquée que cette année, quoi. C'est vrai que j'étais équipière sur 3 étapes, donc t'as une approche complètement différente. J'avais jamais fait d'IMOCA, hein, quand même, enfin, Ouais, sauf ouais. en convoyage. Donc ce que ça m'a apporté majoritairement, c'est d'apprendre à faire de l'IMOCA, de découvrir le support à foil. Et puis avec Paul, t'apprends hyper vite, parce qu'en fait, quand bien même t'as pas fait d'IMOCA, il te donne rapidement pas mal de responsabilités et d'espace, et il va pas vérifier ce que tu fais toutes les 2 secondes, quoi. Faut se prendre en main et faut y aller. Donc c'était seulement 3 étapes, mais ça m'avait quand même bien permis de prendre en main le support. Puis ça m'avait permis aussi de découvrir The Ocean Race, parce que The Ocean Race, c'est quand même quelque chose que je regardais de loin en me disant trop extrême, pas sûr d'avoir envie. Ouais. Et puis Trop extrême en quoi? C'est les images, on voit, c'est peut-être la mise en scène à l'anglaise, ou en tout cas ouais, je sais l'anglo-saxonne. pas, c'est life at the extrême, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je disais, bon, moi, je suis là, tranquille, je fais du solo, je suis bien. Ça a l'air vénère, l'équipage, tu pars tout le temps, c'est un autre format, quoi. Je sais Et, pas. et Je finalement, ça t'a regardais plu? ça, puis en fait, j'ai appris que Paul cherchait encore du monde dans son équipage. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, je l'ai appelé.
Je me suis retrouvée à faire cette première expérience et en fait, j'ai adoré, hein. Je connaissais pas en fait je ne connaissais pas le format équipage intense comme ça sur le long terme. C'est à cette occasion-là que j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. Tu vas chercher autre chose, tu progresses énormément au contact d'autres marins. Je pense que peu importe où t'en es dans ta carrière, de naviguer avec d'autres gens, en fait, ça te fait forcément progresser. Tu vois une autre approche, de nouvelles astuces, une nouvelle philosophie. Donc ça m'a beaucoup nourri. Et c'est aussi assez intense en perf parce qu'en fait, en solo ou même en double, t'es quand même obligé de faire un truc polyvalent, de t'adapter. Oui, Tu tout peux à pas fait. avoir ton bateau à Ouais, 100%. On le dit tout ouais. le temps, on exploite assez peu le potentiel de nos bateaux en solo et en double. Et là, en fait, en équipage, c'est un autre jeu. C'est complètement un autre jeu. Tu te retrouves à avoir les moyens d'exploiter au maximum ton bateau. Quand t'es de quart, tu consacres chaque seconde de ta pensée à faire aller le bateau plus vite, aller au bon endroit, être meilleur. Et du coup, ouais, je connaissais pas ce format-là et j'ai bien aimé l'intensité. Donc, ouais, j'y suis retournée cette année. Donc, heureusement que j'avais appelé Polo et qu'on avait fait ça ensemble parce que ça m'a ouvert de nouvelles portes. Comme quoi, il faut oser. Du coup, ce The Ocean Race Europe, c'était le prolongement naturel. C'est Paul qui t'a reproposé cette fois-ci. T'as pas eu besoin de l'appeler? Bah, ça s'est fait hyper naturellement. En fait, avec Paul, Ouais. on avait quand même beaucoup aimé naviguer ensemble et bosser ensemble. Du coup, on est toujours un peu resté en contact. J'ai toujours gardé un peu le lien avec son équipe. J'étais à l'arrivée du Vendée sur le ponton. C'était top. On en avait discuté vite fait avant son départ sur le Vendée. Et puis, à partir du moment où il avait mis un pied à terre, il était déjà en train de construire The Ocean Race Europe. Et en fait, vu qu'on se croise souvent, on en a tout de suite parlé. Et quand je l'ai rappelé pour savoir si on était sûr qu'il allait avoir besoin de moi ou si je commençais à chercher autre chose, il m'a dit non, c'est bon, on y va à 100%, c'est parti. Et du coup cette fois j'étais co-skipper, j'ai pu intégrer le projet quelques mois avant la course. C'était une autre dimension, c'était top. C'était un autre projet quoi. J'étais impliquée dans le projet différemment, puis c'était encore une première fois parce que c'est équipière dans des projets, ben, j'avais déjà fait, Ouais. mais co-skipper dans un projet, j'avais pas fait. Donc c'était encore autre chose. C'est entre les deux, entre skipper et simple équipier quoi. Ouais, Sympa. et du coup, qu'est-ce que tu as appris en plus dans ce rôle de co-skipper? Bah, ce qu'il y a de bien avec Paul, c'est qu'il est assez clair dans la demande et du coup, il m'avait bien posé le cadre. Lui, il venait de quand même s'enquiller le Vendée Globe. Il Ouais, était bien sûr. super heureux de repartir sur The Ocean Race Europe, mais il était un peu fatigué, quoi. Et du coup, il avait besoin de quelqu'un qui avait de l'énergie, qui allait essayer autant que faire se peut de le décharger, de faire le lien avec l'équipe, d'essayer de faire le suivi de projet pour que lui il puisse gérer côté partenaire et le haut du projet et profiter des naves, mais que ça puisse le décharger un petit peu techniquement et sur la perf et sur les programmes d'entraînement et sur des convoyages aussi. Donc voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire quoi. Ce qui était facile, c'est que je connaissais déjà l'équipe avec qui je m'entends hyper bien. Donc j'ai pu faire le lien entre Paul et l'équipe pour le décharger un petit peu et c'était un bon format. Ouais. C'était une vraie Paul Mayabis, quoi. Bon, j'irai pas jusque-là, j'ai pas la prétention d'être Paul Meyabis, mais j'essayais d'être peut-être l'ombre de Paul Meya, quoi. En fait, t'es pas là pour gérer le projet comme toi tu l'entends, t'es là Ouais, pour ouais. comprendre les besoins de ton skipper, comprendre où est-ce qu'il veut amener son projet, comment il aime mener son projet, et essayer de faire le lien avec l'équipe pour mettre ça en place dans les plannings, techniquement, etc. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Je pense qu'il avait l'air assez content. C'est vraiment bon pour lui, je pense, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer un petit peu cette année parce que c'est vrai qu'enchaîner le Vendée et Ocean Race Europe la même année, c'était quand même costaud. Donc c'était bien qu'il ait pu échapper à quelques naves, se vider un peu la tête de certains sujets et voilà. On a l'impression d'extérieur que ce projet à Biotherm a une âme. Je sais pas si c'est Paul qui dégage cette âme-là, mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il a de particulier et qu'est-ce qui te plaît dans ce projet Biotherm? Moi, ce qui me plaît, c'est la façon dont Paul a organisé ce projet-là. Alors, ça fonctionne sûrement parce que c'est pas une énorme équipe, Ouais, mais c'est très humain. Les liens entre les gens sont très sains, ils sont très bienveillants. Et Paul, il a cette faculté de s'entourer à la fois de pointures qui ont de l'expérience, etc., et à la fois
de gens avec qui il s'entend bien et qui trouve qu'il travaille bien et à qui il va laisser de l'espace même si ce ne sont pas encore les spécialistes du truc. Et dans son équipe technique, il y a de ça, il y a de tout. Il y a de l'expérience de dingue avec Marc Liardet qui collabore avec lui depuis des années. Ouais. Et qui est là depuis des années et des années, Marc. Il a travaillé Des années. notamment avec Jérémy Bayou et bien d'autres. Ouais, qui a bossé avec Paul sur ses projets Vendée il y a tellement d'années. Et à la fois, on a, par exemple, je peux pas citer tout le monde, mais on a Étienne qui est rentré dans le projet alors qu'il apprenait son métier. Il est en charge de tout ce qui est électronique à bord. Et il est rentré dans le projet, il apprenait ce métier-là. Et aujourd'hui, il nous a fait faire le tour de l'Europe avec aucun problème à bord du bateau, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi parce que Paul lui a laissé de l'espace pour grandir, pour apprendre. Et j'aime bien cette façon de fonctionner. Et puis, c'est hyper rassurant quand même parce que Paul, il a des gens comme Marc avec qui il travaille depuis tellement longtemps. Tu te dis que humainement, quand même, il y a un truc qui se passe bien, quoi. Quand il y a beaucoup de peur, on peut se poser des questions. Mais... Ouais, et en fait, l'équipe de Paul, elle lui est loyale. Ils sont tellement de bonne humeur. En fait, ils bossent très sérieusement, mais dans une légèreté qui, franchement, n'est pas si courante que ça dans le milieu, quoi, parce qu'on est quand même sous pression avec des gros plannings, des gros enjeux, et puis il faut se faire sa place et machin. Parfois, c'est pas si léger l'ambiance. Et dans l'équipe de Paul, ben, franchement, c'est léger, c'est humain, c'est bienveillant et ça fait du bien et on se fait confiance les uns aux autres. On a réussi à se parler tout du long. Et je pense que ça a été un atout majeur autour de l'Europe parce qu'en fait, déjà quand t'es avec des gens que t'aimes beaucoup et que tu respectes beaucoup, bah au bout de 2 mois, avec la fatigue, parfois le dialogue il est difficile, faut prendre sur soi, faut trouver les mots, pour continuer à bien communiquer et à avancer vers l'objectif. Et j'imagine que si tu pars avec des gens avec qui c'est pas facile, ça doit être super dur. Nous, c'était top. Là, c'est trop drôle. Ils ont la moitié de l'équipe qui sont partis en vacances ensemble, quoi. Je me suis dit, non, mais vous en avez pas marre. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est les uns sur les autres. Et ça résume bien l'énergie du projet de Paul. Ils sont contents d'être ensemble. Ils sont heureux de leurs années de projet commun et communes. Et cette légèreté, elle nous a vraiment donné beaucoup d'énergie. Elle nous a amené loin, je pense, autour de l'Europe. Ouais, effectivement, le résultat était assez impressionnant parce qu'on va rappeler donc que Biotherm a remporté haut la main cette Geo-Ocean Race Europe en gagnant quasiment toutes les étapes. Je crois qu'il n'y a qu'une manche où vous faites troisième, le reste vous gagnez toutes les étapes et y compris la dernière course au Monténégro qui a eu lieu samedi dernier. Ce résultat, est-ce que c'est parce que le projet, est-ce que c'est d'ailleurs bord par le travail que vous avez fait pour préparer, est-ce que vous avez fait un travail spécifique pour préparer cette The Ocean Race Europe, ou c'est parce que finalement ce projet de Paul, il arrive à maturité au bout de maintenant 4 ans à peu près? Je pense que c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment que le projet arrive à maturité, en fait. C'est une équipe, il a gardé ses éléments de base de l'équipe, donc en fait, il y a pas trop de questions à se poser, la technique, elle déroule, lui, il connaît bien le bateau, il sait ce qu'il veut, il fait de l'IMOCA depuis longtemps, et puis là, il avait déjà fait 2D Ocean Race, donc il connaît un peu le format de ce genre de course. Il s'est entouré d'une équipe polyvalente à bord, et il a été très clair dans les demandes, très simple dans l'approche de la course. On savait d'entrée de jeu qu'on n'était pas le plus gros projet, le plus gros budget, la plus grosse équipe, et que notre ligne, c'était de faire simple. Ouais. Et donc, on n'a pas, dans la phase de préparation, on n'a pas révolutionné le truc, quoi. Je me souviens être arrivée et j'ai remarqué que dans le bateau, il n'y avait pas des petits trucs que j'aime bien, dans les calibres d'électronique et tout. Et Paul, il m'a dit, oh, bon, si tu veux, vas-y. Mais en fait, on en a rediscuté, on s'est dit, mais non, on va pas bouleverser ton projet. Là, quoi. Là, le projet, il est bien. Tu viens de faire une solide 5e place au Vendée. Tu connais ton bateau par cœur. On va rester comme ça. Les voiles qu'on a refaites, en fait, on a fait plutôt les voiles comme avant. Quelque chose d'abouti qu'on connaît. Et voilà. Après, on a essayé et on a navigué simple, quoi. Paul, il est efficace. Il est beaucoup aux sensations. Et on a tenu un peu cette ligne tout autour et c'était bien. Après, je pense qu'il avait construit une bonne équipe aussi. On est parti de Kiel. On savait qu'on n'avait pas beaucoup d'entraînement. Ouais. Et on est parti de Kiel. C'était la compo de l'équipage était précieuse, quoi. Sam Goodchild, qui était avec nous, il venait quand même de faire un super Vendée sur un bateau similaire. Donc en fait, il avait beau avoir peu navigué sur le bateau, bam bam bam, en 2 temps 3 mouvements, il était à l'aise. Jack Boutel, pareil, quoi, avec Eleven Sauer, bateau similaire.
Les manœuvres, les réglages, hyper à l'aise. Moi, moins d'expérience, mais j'avais pu passer beaucoup de temps à naviguer sur le bateau les mois précédents. Tu le disais tout à l'heure, Paul, on avait emmené le bateau en Suède, puis ensuite de la Suède, on l'avait ramené à Kiel. J'avais fait une grosse partie de ces convoyages-là sans Paul. En fait, une partie avec Paul où c'est top pour la transmission et une partie sans Paul où du coup ça te pousse à apprendre plus vite et à prendre tes marques à bord. Et en fait, du coup, cette config d'équipage, elle nous a permis de partir fort dès le départ, quoi. Ouais, oui. Et peut-être que ce qui pouvait nous faire peur, c'était les évolutions d'équipage. Nous, on aurait bien aimé avoir tout le temps le même équipage, mais en fait, c'était compliqué à caler, quoi. Chacun a ses agendas chargés. Et en fait, ça communiquait tellement bien qu'à chaque fois, on a réussi à faire des briefings de celui qui partait, briefing du nouveau, garder exactement la même façon de travailler à bord. Pas de bouleversement. Et ça, jusqu'à l'Inport, au Monténégro. Et voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment la continuité. Paul, il nous avait dit, Ocean Race, ça va se passer comme ça, on va naviguer comme ça. Et on a respecté le plan. Et ça s'est bien passé. Vous avez gagné d'entrée là, donc la première étape entre Kiel et Portsmouth. Est-ce que justement cette première victoire d'étape, elle a joué beaucoup dans cette dynamique? Vous vous êtes dit bon, on est dans le vrai et ça a vraiment lancé ce Tour d'Europe? Je pense que ça a vraiment lancé le truc. Je me souviens une des interviews à l'arrivée au Monténégro. Ouais. Entre la dernière étape et l'Inport, vraiment à l'arrivée de l'étape au Monténégro, on m'a demandé quel était mon meilleur moment de la course. Et ma réponse, ça a été, mon meilleur moment, c'est quand on a gagné à Portsmouth, en fait. Parce que on avait tout mis en place pour aller chercher ce genre de résultat. Mais tant que tu t'es pas confronté, tant que t'es pas allé en conditions réelles sur le terrain, faire partir ton bateau, faire la course, bah en fait, tu sais pas. Et en fait, quand on arrive à Portsmouth, l'explosion de joie, que ce soit l'équipage, mais partagé avec l'équipe aussi à terre, etc. C'est le moment où on se rend compte que on a vu juste qu'on s'est bien préparé, que Paul il est prêt, que le bateau est prêt, que le projet est prêt, que les marins qui sont venus pour soutenir pendant cette épreuve-là, ils sont au rendez-vous. Et là, c'est le moment où, ouais, pour moi, c'était vraiment le meilleur moment. Je me suis dit, ok, bah en fait, on a tous senti, je pense qu'on était dans le game et qu'on allait pouvoir dérouler le plan et que c'était la dynamique, elle était lancée, quoi. Bon, t'as devancé ma question suivante, donc tu y as répondu. J'allais te poser la même question, quelle était la plus belle. Finalement, donc je l'ai dit. Hein, Bah, ça a changé depuis. Hein. Ah bon, alors vas-y, dis-moi, est-ce qu'il y en a une encore plus belle que celle de Bah après, Portsmouth? on avait gagné l'Inport au Monténégro. Ouais, Et ça, c'est devenu la plus belle. ouais. Il y a même des gens dans l'équipe qui ont pleuré à terre en regardant la manche. Ah oui. Bah parce que pour nous, c'était exceptionnel. En fait, ça résume tellement toute notre course. On avait déjà gagné avant d'aller naviguer. Et donc, en fait, il y avait tellement de gens qui nous disaient, mais tu vas faire la fête toute la semaine. Oh, tu t'en fous de préparer le bateau et tout. Mais pas du tout. En fait, nous, mais c'est pas du tout ça. En fait, nous, on aime faire du bateau. On aime faire de la régate. On aime être en mer. On aime se battre sur l'eau. Et du coup, cette dernière, on était trop contents. On disait, ça va être le meilleur moment de la semaine. On va retourner faire de la régate. Et du coup, on a préparé le bateau comme si on jouait encore tout. Et on s'est préparé comme si on jouait encore tout. Et on est allé sur l'eau et en plus on n'était pas devant tout le temps et on a tenu jusqu'au bout et c'était génial parce qu'on avait fait notre petit brief la veille en disant on veut prendre ce départ-là, on veut faire ça à la première bouée, on veut faire ça à cette bouée, on veut faire ça à cette bouée, on veut faire ça à cette bouée, on fait ça 2 fois et en fait on a vraiment suivi le plan mais à la lettre et au mètre près et c'était tellement simple, on a navigué tellement simple, notre config était simple, pas de stay sail, pas beaucoup de rod de mât, pas le temps pour les safrans, c'est pas grave, vraiment on avait le plan. On a déroulé notre plan tout simple et paf, on gagne encore et c'était tellement à l'image de Paul, de son projet, de comment il nous avait demandé de naviguer depuis le début. Et puis c'est beau pour le sport quand même de partir sur l'eau et de quand même te donner même si t'as pas besoin et juste pour le plaisir et encore avec le smile d'aller chercher une victoire, c'était le meilleur moment. Ouais, on a l'impression que finalement vous avez été porté par un espèce de flow, un terme qu'on emploie souvent, mais pendant tout ce tour de l'Europe. Comment t'expliques finalement une telle domination, hein, parce que je l'ai dit plusieurs fois, vous n'avez laissé qu'une manche, celle de Gênes, où vous terminez troisième. Bah, ce serait un peu prétentieux d'expliquer comment on en est arrivé là, parce qu'en fait, s'il y avait une recette miracle, Oui, bien sûr. on ferait tout ça à chaque fois. Je pense que, en fait, on a eu cette bonne énergie la première étape, c'était vraiment des conditions top pour notre bateau. Mer plate, en reaching, et puis après beaucoup de près. Voilà, c'est des conditions, on sait que l'IMOCA Biotherm, il est
ultra performants, beaucoup plus à l'aise en vitesse que les autres. Donc ça nous a donné l'impulsion. Ça nous a permis aussi de lancer la configuration fonctionnement d'équipage. Et après, on a gardé cette dynamique-là. Et je pense que, en fait, il y a aussi ce truc de quand tu gagnes, quoi. Ça marche pas à chaque fois, mais en fait, tu gagnes, tu ramènes tellement d'énergie à ton équipe qui, du coup, remet autant d'amour dans la préparation du bateau pour l'étape suivante, qui te soutient, qui te redonne de l'énergie en échange pour repartir. Et puis toi, t'es en confiance parce que t'as vu que t'y arrivais. Du coup, tu te fais confiance, tu te laisses t'exprimer, tu vas pousser encore plus loin. Et en fait, c'est des cercles vertueux, quoi. Hein. Parfois, c'est une espèce d'état de grâce, quoi. ouais, t'es lancé et puis c'est comme ça. On le sait, en sport, le mental, c'est hyper important. Et en fait, que ce soit pour l'équipe technique ou pour l'équipage, une fois que t'as gagné, puis t'en gagnes une, t'en gagnes deux et après, tu te sens pousser des ailes et ça, il y a deux façons de le gérer. Soit tu te reposes sur ce que tu viens de gagner et c'est dommage. Soit tu as encore plus envie de donner au projet parce qu'il te le rend tellement bien et du coup tu réinjectes encore plus d'énergie, de passion, d'investissement, de précision dans ce que tu fais et en fait ça continue et c'est trop bien que ça ait pu continuer jusqu'au bout. Franchement, au final, ce qui était beau aussi, c'était la dernière étape parce qu'on n'avait pas gagné celle d'avant et ça a pas pété la dynamique, quoi. On a débriefé, on est reparti et surtout elle a pas été, en plus, elle a pas été simple comme étape. Hein. non, et c'était improbable cette étape. Nous, on n'a pas assez l'habitude de naviguer en Méditerranée, donc on se fait surprendre. Mais les fichiers étaient tellement pas conformes à ce qu'on avait sur le plan d'eau la première moitié de course qu'on savait pas par où le prendre. Dans ces cas-là, t'es content d'avoir fait du mini. Tu fais la route, tu fais le bord rapprochant, le plus vite possible, et t'attends que les fichiers reviennent à la raison. Et ils sont revenus à la raison lorsqu'on était en Sicile à peu près. Donc après, on a pu refaire un peu plus de nav et tout ça. C'était une étape, c'était une étape longue, mais elle est passée vite. Hein. Nous, on avait une bonne ambiance à bord. En plus, on avait Carlos Manera qui était là seulement pour la dernière étape. Ça, pareil, hein, tu peux te dire, soit ça déstabilise, soit c'est un atout. Carlos, c'était le moins expérimenté de nous tous à bord. Mais il avait une énergie et une envie d'être là. En fait, quand on l'a appelé, on a senti qu'on avait fait le bon choix, quoi. Il a mis tout ce qu'il pouvait dans cette étape-là. Et en plus, il était frais. Et nous, ça nous a fait du bien quand même d'avoir quelqu'un de bien frais où dès que tu te dis, oh, faudrait faire ça, t'as Carlos qui se lève. Allez, j'y vais. Et en fait, c'était top de l'avoir sur cette dernière étape pour remettre un petit peu de peps là-dedans, quoi. Il avait la forme. Hein. En cours de route, vous avez été rejoint par Carlos et par Benjamin Ferré, hein, c'est ça? Et par Benjamin Ferré, qui lui avait embarqué à Carthagène. Donc en fait, à Gênes, il avait déjà pris 2 étapes dans les dents et puis pas des moindres. En fait, les Carthagène-Nice, Nice-Gênes, elles avaient été quand même bien intenses. Donc même Benjamin, qui avait fait que 2 étapes, il commençait à être fatigué aussi. Donc lui aussi, il a apprécié, je pense, la bonne énergie de Carlos. Et Pépin, Benjamin, il s'était super bien intégré à l'équipe aussi, hein, il était très appliqué. Tu sentais qu'avant d'arriver, il y avait bien réfléchi et il a fait pas mal les manœuvres à l'avant et du réglage de voile. Et ça s'est super bien passé. Les manœuvres, il connaît bien. On avait un SPI, c'est comme sur le bateau qu'il avait pour le Vendée. Et les réglages de voile, il s'est assez vite adapté parce qu'il avait pas fait beaucoup de foilers avant. Mais ma foi, en quelques jours, il avait bien compris le concept et il arrivait à bien nous régler le bateau pour que ça aille vite. Donc c'était excellent. C'était une belle collab aussi, facile humainement. Il apportait autre chose, bien un peu de légèreté. Il se marre tout le temps. Il est un peu poète. C'était sympa. Il fait bien un peu de poésie dans un monde de brut. Ouais. À la fin, on a senti pas mal d'émotions. J'imagine que vous avez fait une belle fête samedi soir au Monténégro. Dans une interview à Ouest France qui est parue aujourd'hui, Paul explique qu'il y a 2 ans plus d'émotions, que si ça se trouve c'était peut-être sa dernière à bord de ce bateau biotherme. Est-ce que tu as senti justement une émotion particulière qui est peut-être liée à l'incertitude sur l'avenir de ce projet? Ouais. Je sais pas si les autres marins l'ont senti, mais pour le coup, vu que j'avais rejoint le projet depuis quelques mois et que je suis proche de l'équipe et de leur fonctionnement, c'est sûr que je pense que ça rajoute un peu d'émotion. De savoir que pour l'instant, tu sais pas si le projet va continuer, si cette équipe va se dissoudre ou pas. En fait, tu sentais quand même que chaque membre de l'équipe le vivait comme la der des der, quoi. Donc t'es toujours content de gagner des courses.
Mais là, je pense qu'il y avait vraiment un surplus d'émotions dû à ça, dû au fait que chacun individuellement savait que c'était peut-être la dernière fois qu'il était là en train de bosser sur le bateau, en train de le faire naviguer et de gagner. Bah, en fait, c'est forcément la meilleure des façons de conclure le projet. Mais oui, forcément, puis quand on se dit au revoir à la fin, on sait pas si le bateau va renaviguer ou pas, on sait pas si cette équipe elle va se dissoudre dans quelques semaines ou si elle va rester, tu sais pas quoi. Donc Ouais. forcément ouais, c'est un petit peu émouvant mais ouais, c'était un petit peu émouvant. C'est la vie de ces projets. Et dans cette même interview, il parle d'avenir et justement de la suite de ce que pourrait être ce projet et il évoque notamment éventuellement une association avec toi qui serait un projet en commun qui pourrait faire The Ocean Race en 2027 et éventuellement passer la barre sur le Vendée Globe 2028. Est-ce que c'est une idée récente? Est-ce que c'est une idée que vous avez mûrie ensemble ou c'est une idée qui lui est venue par la tête pour répondre à l'interview à l'instant T? Non non, on en a parlé avec Paul. Alors ça s'est fait comme ça se fait toujours avec Paul, assez naturellement. Donc c'est pas qu'on a fait une réunion pour en Ouais. discuter, mais c'est que je ne sais pas comment du jour au lendemain, c'était un projet commun. Et c'est vrai qu'on a cette petite idée. Paul, il aimerait bien garder ce bateau-là. Il est hyper attaché au programme international et au programme en équipage. Et je pense ouais, voilà, il aimerait bien rester à la barre du bateau et continuer. The Ocean Race, c'est son objectif majeur. Par contre, il se voit pas forcément refaire le Vendée sur ce bateau-là. Et Ouais. c'est sûr que moi, j'aimerais beaucoup être au départ du prochain Vendée Globe. Donc forcément, les idées s'alignent. Et c'est vrai que dans l'idéal, si on pouvait trouver un projet commun et que lui reste là dans le projet à nous mener sur The Ocean Race, à me transmettre tout son savoir et son expérience et que moi je puisse enchaîner sur le Vendée, ce serait magnifique. C'est une des options. On n'a pas du tout de pistes, hein, enfin très peu de pistes à l'heure Ouais. actuelle, mais c'est la petite idée qu'on a en ce moment, donc une parmi tant d'autres. J'espère qu'elle pourra aboutir. Est-ce que j'imagine que vous avez échangé aussi avec les partenaires Biotherm, on se dit Biotherm et Amélie Grassi, ça pourrait très bien coller. Est-ce que vous avez discuté avec eux ou est-ce que bon, tu t'es spécialisé dans les produits cosmétiques hein, parce que tu passes des SVR Lazartigue à Biotherm d'ailleurs. Mais est-ce que c'est un projet dont que vous avez évoqué avec eux Bah alors moi, je suis pas vraiment en Oui, contact avec le. ouais, C'est vraiment un d'accord, projet qui est porté par Paul. ouais, d'accord, ouais. Et donc je suis pas en contact sur ce genre de discussion avec le partenaire. J'ai eu l'occasion de partager plein de moments très qualitatifs avec pas mal de collaborateurs et de salariés de Biotherm tout autour de l'Europe, parce qu'on a quand même eu quelques activations. Ils sont venus faire pas mal de journées de run dans les différentes villes et puis ils étaient présents au Monténégro. C'est des bons moments. On sent que c'est facile, que la collab est fluide. Après, moi j'ai pas du tout parlé avec eux de gestion de projet, donc je pourrais pas te dire. Faudrait demander à Paul. Tu disais que c'était, ouais, ça faisait partie des plans possibles. Est-ce que tu as d'autres plans? Je crois, je ne trahirai pas un secret en disant que tu avais candidaté à la sélection MACSF. Ils ont finalement choisi Corentin Auro. Est-ce que t'as d'autres plans en cours, d'autres discussions en cours pour monter un projet Vendée Globe aujourd'hui? Bah alors déjà, il y a un truc, c'est que j'aime bien monter des projets, mais c'est vrai que cette année, ayant bien rempli mon calendrier, On l'a il faut deviné. reconnaître, il faut reconnaître que j'ai choisi de ne pas consacrer énormément de temps à remonter un projet. Je sais pas encore si je regrette, on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de temps pour. Ce serait mentir de dire que j'ai Hmm. déployé de l'énergie pour trouver des partenaires. J'ai essayé, hein, j'envoie des dossiers, je discute un petit peu, mais clairement pas suffisamment pour avoir des retours positifs. Par contre, il y a un bon mercato de l'IMOCA en ce moment, donc effectivement, il y a d'autres projets avec qui je discute, Ouais. qui vont potentiellement changer de skipper, mais qui cherchent aussi des sponsors pour pouvoir faire ça, etc. Et donc voilà, il y a deux trois projets avec qui j'échange, avec qui je me projette bien à collaborer. Et pour l'instant, il y a rien de concret, donc voilà, je reste plutôt ouverte à toute opportunité. J'aimerais beaucoup pouvoir retourner au solo sur des courses comme le Rhum et le Vendée. Et en attendant, en tout cas, je m'épanouis beaucoup sur l'équipage et je pense que c'est une étape importante dans ma carrière aussi puisque j'apprends beaucoup.
Donc voilà, j'essaye de profiter faut trouver le juste milieu, la balance, profiter de cette phase-là pour beaucoup naviguer et s'enrichir, mais aussi pas oublier que ce que j'aimerais, c'est faire le Vendée Globe, et du coup pour ça, il faut que je continue à travailler, planter des petites graines, Ouais. réseauter, et essayer d'être là au bon moment, au bon endroit. On verra. Ouais, effectivement, les choses risquent de bouger dans les mois qui viennent. Vu l'expérience que tu as, dont on a beaucoup parlé, c'est forcément un Vendée Globe sur un foiler pour toi. Bah forcément, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Oui, Mais oui. j'imagine que tu as En envie fait, d'aller chercher un peu de performance quand même. j'aimerais. Je pense que la performance, ça m'anime. Donc les foils, j'y passe beaucoup de temps, hein, que ce soit au boulot, au boulot sur les ultimes, les IMOCA et tout, et à la maison avec ma wing et machin. Voilà, j'aime bien. C'est mon petit trip du moment. Donc je serais super stimulée de pouvoir naviguer sur un IMOCA foiler. C'est sincèrement ma target. Par contre, je pense que la performance peut aussi aller chercher ailleurs, et j'aurais pas forcément dit oui à un projet IMOCA à dérive 5 ans avant le Vendée. Par contre, si plus proche de l'échéance se présente l'opportunité de participer au Vendée Globe sur un projet à dérive, je sauterai sur l'occasion aussi. Je pense, si en fait ça dépend pas que de ça, moi je sauterai sur l'occasion si j'aime les gens avec qui j'ai l'opportunité de collaborer dans ce projet, si l'image et les valeurs du projet me parlent. Je pense que je pourrais y aller avec un IMOCA à dérive aussi. Ouais. Mmh. Eh ben très bien, on te souhaite de trouver dans les mois qui viennent. On va finir par la fin de l'année avec toi. Ça, c'est donc bientôt un autre tour du monde, la Globe 40. On rappelle que c'est une course autour du monde par étape en double, en classe 40, qui a commencé avec la victoire de Yann Lipinski et Antoine Carpentier sur le prologue et sur la première étape entre Cadix et Cap-Vert, qui s'est terminé le week-end dernier. Tu es embarqué sur ce projet. Je crois que tu vas faire des étapes avec Yann et des étapes avec Antoine. Raconte-nous comment tu as été embarqué sur ce projet et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette histoire? Bah, ça fait quelques temps quand même qu'à chaque fois que je croise Yann, je lui dis en rigolant entre guillemets, m'oublie pas si tu fais si tu fais de l'équipage ou du double, j'aimerais bien. Yann, c'est un marin que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est plutôt un ami. On n'a jamais navigué ensemble, et j'aime bien sa façon de naviguer. Il a brillé sur pas mal de circuits où je suis passée, notamment en classe mini et en classe 40. J'aime beaucoup son approche. Il a l'air très calé en météo. Il a l'air d'être très à l'aise en mer. Et voilà, en tout cas, c'est quelqu'un, ça fait quelques temps que je me dis que j'aimerais bien naviguer avec lui. Et lorsqu'il a lancé son projet Globe 40, du coup, on en a reparlé. Et bon, bah encore une fois, c'est un truc, ça s'est fait. On a navigué 2 heures ensemble sur classe 40 à Lorient. Ouais. Donc c'est pas grand-chose, mais ça matche bien. J'ai hâte de les rejoindre. Je vais faire Cap-Vert-La Réunion Sydney avec Yann, Ouais. et puis Sydney Chili avec Antoine. D'accord. Et la suite, on n'a pas trop calé. Bah si, Chili, Brésil, c'est sûr que c'est Yann et Antoine. D'accord. Ouais. Et voilà, c'est cool. Moi, je suis contente de revenir aux classes 40. En fait, c'est pas parce que tu fais les plus beaux bateaux, soi-disant, avec l'Ultime et l'Imoca, que tu n'apprécies plus les plus petits bateaux. En fait, tu vas chercher autre chose. Là, tu reviens au contact, plus au contact de la mer. Tu vas passer plus de temps à barrer, prendre un peu des embruns dans le visage, parce que en IMOCA et en Ça ultime, on change est un peu, ouais, enfermé dans nos ouais, quand même. maisons. Je sais pas, Ouais. il y a beaucoup de plaisir à retourner naviguer en classe 40, en fait. J'aime bien la connexion avec le bateau, j'aime bien ce genre de bateau. C'est des bateaux simples avec un mât fixe, une quille fixe, une config de voile assez basique. Et du coup, faut que les marins mettent pas mal d'énergie pour faire la diff. Et j'aime bien. J'aime bien cette classe. Je suis contente d'y retourner. Je suis contente de découvrir Yann. En plus, je voulais naviguer avec Yann, je me retrouve à faire une étape avec Antoine. Écoute, je suis ravie. C'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dont je trouve le parcours assez inspirant. Donc, je suis contente je fais d'une pierre deux coups. Je fais encore plus, comme je te disais, moi, j'aime bien naviguer avec d'autres gens. J'ai l'impression que ça me fait grandir. Donc, c'est top. La perspective de partager des moments en mer avec ces deux-là me fait plaisir. Donc, j'ai hâte d'y être. J'espère que je vais être à la hauteur. J'ai l'impression d'avoir oublié comment on fait du classe 40. Donc, ça doit être comme le vélo. J'imagine que ça va revenir. Ouais, bon, En tu tout cas, connais bien Yann connaît bien son bateau, donc ouais. il va sûrement rapidement me refiler les clés pour me mettre dans le bain.
En tout cas, j'ai beau être arrivée aujourd'hui à Lorient, je suis déjà en train de préparer mon sac pour partir samedi et tu vois, j'ai hâte, donc c'est cool. À un moment, j'avais peur d'être fatiguée et de pas avoir l'énergie. Et en fait, là, je déborde d'énergie, j'ai hâte d'y aller, donc c'est cool. Un dernier mot, tu viens de faire un tour d'Europe, tu vas faire un tour du monde. Est-ce que dans tout ça, là, est-ce que la dimension on a parlé beaucoup de sport, de compétition. Est-ce que la dimension voyage, ça joue aussi un rôle dans ton attrait pour ces courses? Ouais, carrément. Bah ça c'est sûr, hein. Franchement, moi je fais que de dire le Vendée Globe c'est ma target et si j'arrive pas à un jour faire le tour du monde en course, je pense que je le ferai en famille en fait quoi. Enfin, Ouais. j'aimerais bien. Et là la Globe 40, et ben voilà, la Globe 40, on n'est que 8 bateaux. C'est peut-être pas un plateau avec un niveau sportif aussi relevé sur une Café L'Or ou quoi. Donc en fait, quand tu vas faire la Globe 40, tu vas faire de la compète, ça c'est sûr, de la régate, c'est ça qu'on fait. Mais tu vas forcément chercher autre chose et cette autre chose, c'est le voyage, c'est l'aventure. Moi, je n'ai jamais navigué dans l'océan Indien. Je suis jamais allée à la Réunion. Je suis jamais allée en Australie. Je ne suis jamais allée au Chili. Et en fait, l'idée de rejoindre toutes ces destinations-là à la voile, en course, ben, en fait, ça me porte, ça m'amène, c'est encore quelque chose qui nourrit mon enthousiasme et l'énergie que j'ai. Donc, ouais, c'est sûr que ça aussi, ça est une part importante du truc. C'est vraiment une part très importante du truc. Un de mes meilleurs souvenirs, j'ai 2 souvenirs marquants, c'est l'arrivée de la Mini Transat où je vois la Terre et je me dis waouh, je n'ai jamais traversé l'Atlantique auparavant, même en avion. Ouais. Et quelle satisfaction d'y arriver en bateau. Et l'autre souvenir de dingue, c'est quand j'aperçois Table Mountain sur The Ocean Race Ouais. en 2022-2023 lorsqu'on arrive en Afrique du Sud et que Table Mountain apparaît au loin et que je me dis waouh, c'est vraiment exceptionnel, regarde, on est arrivé en Afrique du Sud en bateau à voile et on était aussi 2e, mais on avait aussi rejoint l'Afrique du Sud en bateau à voile et ça a du sens. Bon, bah tu vas passer devant dans quelques semaines. Je sais Je suis pas pas si sûre de je voir, pense mais que tu seras sans doute un peu loin de Table Mountain, mais en tout cas, tu arriveras à La Réunion. Eh bien, merci beaucoup, Amélie. C'était passionnant. Tu as plein de choses à raconter, et beaucoup d'énergie. Tant mieux. Garde toute cette énergie. J'espère que tu sortiras en bonne forme de ton tour du monde en classe 40 sur la Globe 40. On te souhaite une bonne étape jusqu'à La Réunion. Et bah, quant à nous, on se retrouve mardi prochain on sera le 228e épisode de Pause Report. Bonne journée à toutes et à tous. merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!